Non, je savais que le display pour préparer un bœuf, c'était perturbant pour nous. C'est bon ? Oui, super. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je suis Marine Van Schoenbeck, je suis la directrice générale et cofondatrice de l'association Thanks for Nothing. On est très heureuse de vous accueillir aujourd'hui, et Nicolas Bourriaud est heureux, puisque sinon on conjugue tout au féminin. De vous accueillir aujourd'hui pour la série de talks que nous avons pensé à l'invitation de Alexandra Fin et de la foire Asiana et de l'ensemble de son équipe qu'on remercie aujourd'hui de nous accueillir. Aujourd'hui, donc, on va parler de la scène asiatique engagée et je vais, avant de laisser la parole à l'équipe de Thanks for Nothing qui est avec moi, donc Aska Gauthier et Gaëlle Porte, qui vont animer cette table ronde. Avant de leur laisser la parole, je vais juste vous faire un petit récap de ce qu'est Thanks for Nothing. Donc, c'est une association créée en 2017 qui a pour but de faire dialoguer l'art, la création contemporaine avec l'engagement social et des projets concrets et donc des associations engagées que nous soutenons par de nombreux projets. Et donc, un des exemples, puisqu'en fait, il y a 15 jours, nous étions aussi au Louvre pour un colloque qui s'appelle Art et Engagement. Et finalement, cette programmation aujourd'hui vient prolonger ce que nous avons déjà abordé au Louvre. Donc, on était ravis que ça puisse s'ancrer dans cette continuité d'échange avec de nouveaux intervenants, évidemment, aujourd'hui. Juste un petit mot sur la semaine de l'art et de l'engagement, parce que c'était une année particulière pour nous, qui évidemment a succédé à des mois de Covid. On ne va pas revenir là-dessus parce qu'on a tous notre analyse, nos bons et mauvais moments à ce moment-là. Mais en tout cas, cette semaine, elle était vraiment pensée comme un prolongement des réflexions qu'on mène lors des débats comme celui-ci, pour intégrer des associations, des scolaires, des étudiants à des visites d'institutions culturelles, à des visites de galeries, et aussi on a fait un partenariat avec l'Opéra Garnier, et pendant toute cette semaine, plus de 1400 jeunes sont venus rencontrer les galeristes, sont venus, et donc une partie aussi des galeristes qui sont ici aujourd'hui, sont venus rencontrer des acteurs de l'Opéra Garnier, sont allés visiter des expositions au musée du Louvre, et cette semaine on aimerait l'intensifier chaque année avec de nouveaux acteurs. Donc pour ceux, et je suis sûre que parmi vous il y a plein de galeristes, j'en vois déjà un éminent, monsieur Philippe Jousse, qui sont ici, avec qui on aimerait beaucoup continuer ce dialogue l'année prochaine. Donc pour toutes les personnes qui souhaitent recevoir dans leur galerie, leur fondation, comme la fondation Thalie, qu'on ne nomme plus à Bruxelles, et Nathalie Griot est ici, avec son directeur Julien Amisel. Et voilà, donc pour toutes les structures qui souhaiteraient accueillir des associations, des jeunes en formation, on a monté plus de 50 partenariats et on aimerait beaucoup intensifier cela. Et voilà, donc c'est un très joli moment qui pourrait se répéter d'année en année avec tous les acteurs publics et privés du monde de l'art. Pour aujourd'hui, on va lancer aujourd'hui donc cette table ronde sur la question donc de la nature face au capitalisme. Et comme le disait Karine Roland tout à l'heure, vaste sujet, comment le régler en 1 heure, mais en fait ça fait 30 ans qu'on réfléchit à cette question, n'est-ce pas ? Et donc on va tenter de synthétiser cela aujourd'hui. Et merci évidemment encore à tous d'être présents. Merci infiniment Alexandra de nous avoir conviés pour toute cette journée, puisque on se retrouve à 14h, à 16h et à 18h. Et je laisse la parole à Aska, qui va vous présenter tous nos invités. Et donc, pardon, je suis obligée forcément de dire un petit mot sur mon équipe que j'adore. Donc Aska Gauthier qui vient de rejoindre... En fait, non, ça fait 1 an, c'est juste que... C'est tous les jours un rafraîchissement. Et donc, qui a rejoint l'équipe il y a maintenant 1 an, qui a passé 8 ans au Japon, où elle a dirigé de très beaux projets comme le 2121 Design Museum à Tokyo, l'Institut français et le département des arts visuels, et qui, grâce à elle, on a effectivement un regard sur la scène asiatique beaucoup plus précis, avec toutes ces années passées au Japon et à travers l'Asie. Et c'est finalement Aska qui a conçu toute la programmation aujourd'hui, donc c'est elle qu'il faudra, si vous le souhaitez et si vous trouvez que c'était bien. Si c'est pas bien, bah, vous me le dites à moi, et voilà. Mais si c'est bien, il faut le dire à elle, et voilà. Merci à tous. Alors du coup, c'est bon.
Bonjour, enchantée, donc je m'appelle Aska. Merci Marine pour cette introduction. Je souhaitais à nouveau remercier évidemment Asiana pour cette invitation. Comme l'a dit Marine, dans le prolongement de la programmation qu'on dessine depuis 2017, moi depuis 1 an, autour de l'art et de l'engagement. L'idée autour de ces 4 tables rondes, je vais vous présenter rapidement la programmation et puis après je vais quand même laisser la parole à l'ensemble de nos intervenants. L'idée c'est vraiment parler de société, de parler de sujets sociaux, en s'appuyant évidemment sur la voix des artistes, sur la voix de ceux qui amplifient la voix des artistes, c'est-à-dire les commissaires d'exposition, les curateurs, Cathy aussi à travers son travail d'enseignante aussi aux Beaux-Arts. Voilà, donc cette première table ronde sera dédiée à la nature, mais à travers plusieurs prismes. C'est la raison pour laquelle on voulait faire dialoguer Cathy et Nicolas, puisque ce sont vous avez eu des inspirations différentes pour parler de la nature, de son rapport avec l'industrie, le capitalisme, et comment est-ce qu'on, comme le disait Anna Tsing, et je pense que Cathy en parlera, comment on construit à partir des ruines du capitalisme. Voilà, je vais présenter tous les intervenants par la suite. Je voulais juste faire un petit point sur le reste de la programmation. Donc nous avons le privilège à 14h d'accueillir de très grands intervenants également, puisqu'on aura une table ronde dédiée à l'Afghanistan, notamment à la situation de crise en Afghanistan et la situation des artistes, qui est dramatique, puisque, comme vous le savez, les artistes et les homosexuels sont les premières personnes à être persécutées en Afghanistan. Donc voilà, nous aurons 2 personnalités qui ont notamment lancé un appel au pouvoir public pour faire venir des artistes afghans en France. Donc on aura Kubra Academy, l'artiste afghane qui sera là, 2 autres artistes afghanes dont on ne peut pas encore dévoiler l'identité pour des raisons de sécurité, mais qui seront là, Maria Caruella Mini et Gilda Chaverdi, qui sont justement à l'origine d'un grand mouvement de solidarité pour à la fois sauver des collections en Afghanistan et faire venir des artistes en France. On aura une table ronde aussi à 16h, qui sera dédiée à la scène iranienne, et notamment autour du projet Burning Wings, qui a été curaté par Odile Burluro, qui sera au sujet de femmes artistes iraniennes qui comptent leur rapport au monde à travers la vidéo, puisque la vidéo est un médium aussi dont on parle très peu en Iran, très, très jeune. Donc voilà, ce sera l'occasion à la fois de parler d'Iran, à la fois de parler de comment être un artiste quand on est d'origine iranienne, si on y vit ou si on n'y vit pas, et puis à travers la vidéo. Ensuite, on aura à 18h une rencontre qui a été préenregistrée, qui sera diffusée ici. C'est une rencontre entre 3 commissaires d'exposition, notamment avec la modération d'Hilaria Conti. Hilaria, qui est une commissaire d'exposition qui avait notamment fait le projet Cosmopolis au Centre Pompidou, qui cartographie beaucoup d'initiatives à impact social, de pratiques curatoriales à impact social engagées. Voilà, donc ce sera une conversation autour de ça. On est très fiers aussi de cette rencontre, notamment parce qu'elle parle d'une autre Asie, puisqu'on parle, c'est vrai, et je vais pas cracher dans la soupe puisque je suis d'origine japonaise, comme l'a dit Marine, mais on parle beaucoup de l'Asie du Sud-Est, on parle beaucoup de Chine, du Japon, de Corée. Mais c'est vrai qu'on oublie parfois que l'Asie commence aux frontières de l'Europe. Donc nous allons notamment parler de Turquie. Nous allons parler de plusieurs initiatives comme ça qui sont dans des zones moins cartographiées. Alors, pour commencer cette table ronde aujourd'hui, donc nous sommes très heureux d'accueillir. Donc je vais commencer par Nicolas Bourriaud puisqu'il est en minorité. Donc Nicolas Bourriaud, donc vous êtes commissaire d'exposition, critique d'art, écrivain, théoricien. Vous êtes notamment donc dans le cadre d'Asiana commissaire de l'exposition Shun. Shun, donc je ne suis pas sûre que je le prononce à la japonaise, mais je ne sais pas quelle est la prononciation chinoise. Voilà, qui est également donc qui est une exposition à laquelle Natsuko, ici présente, Natsuko Uchino, qui est d'origine japonaise, participe. Et puis donc Natsuko Uchino, donc l'artiste. Cathy Aliou, qui est donc là-bas, Cathy Aliou, qui est la directrice du département des Beaux-Arts, des œuvres aux Beaux-Arts de Paris, que j'avais eu le privilège de rencontrer à Tokyo il y a 2 ans.
Cathy, donc, qui est la commissaire de l'exposition Making World Exist, qui est juste en dessous de vous, qui parle également de nature, à travers le prisme notamment de cet ouvrage d'Annette Singh dont elle nous parlera. Dans cette exposition, alors Cathy, par ailleurs, a un autre projet en cours aussi que je vous invite vivement à aller découvrir en ce moment au musée Guimet, qui s'appelle l'Asie maintenant, auquel participe l'artiste Tuvan Tran. Nous avons donc deux artistes qui participent à ce projet Making World Exist d'Asiana, qui est en dessous de vous et que je vous invite à aller voir après en sortant aussi, qui sont donc Milan et Sulgi et Milan, qui sont donc deux artistes qui participent au projet. Je vais laisser la parole à Gaëlle pour introduire un petit peu les contours de la discussion. Et je vous remercie, encore une fois, comme disait Marine, si la programmation est mauvaise, vous pouvez aller vous plaindre auprès de Marine. Bonjour, notre première question se tourne vers Cathy Aliou. Votre exposition Making Worlds Exist, qui est inspirée du livre de l'anthropologiste Anat Singh, pardon, je suis un petit peu malade, j'ai une petite perte de voix, de l'anthropologiste californienne Anat Singh, qui s'inspire du champignon. Ça marche ? Ouais. Très bien. Matsukate, et qui s'intitule Le champignon de la fin du monde sur les possibilités de vivre dans les ruines du capitalisme, et qui est un livre qui vous a inspiré sur cette exposition, et je pense que vous avez trouvé vraiment le lien assez intéressant entre, comme le fait Anat Singh, entre l'Asie et l'Amérique du Nord. Non mais c'est vrai, parce que donc ce livre est une enquête qui suit un champignon, donc qui déplace le prisme qu'on a normalement sur... en général, on étudie les humains, donc on étudie ce champignon et on explore tous les liens qu'il crée autour de lui. Et ce champignon est exceptionnel parce qu'il pousse en fait dans des forêts qui ont été dévastées par les humains, et qui est une denrée rare au Japon aujourd'hui, et qui ne pousse que dans les forêts d'Oregon, et qui est ramassée par les anciens vétérans du Vietnam, etc. Et donc vous avez réussi à créer le lien entre ce livre et cette exposition de manière assez habile et fascinante, parce que vraiment, justement, chacun de vos artistes montre de manière différente la façon dont on tisse des liens, la façon dont on arrive à avoir une résurgence. Et dans le titre du livre, il y a ce terme de possibilité qui montre une façon un peu plus positive de regarder à notre futur. Parce que si on se penche sur le dernier rapport du GIEC, par exemple, on peut imaginer un futur plutôt apocalyptique. Et c'est intéressant de regarder les solutions, pas forcément les solutions, mais une manière autre, déplacer notre regard de la situation environnementale actuelle. Et je voulais vous demander, désolée pour cette introduction, mais je pense que c'est très important que le public comprenne ce dont parle le livre, qui est assez exceptionnel, qui est une nouvelle manière de regarder notre crise environnementale. Et je voulais vous demander justement comment vous avez, pour votre exposition, sélectionné vos artistes. Peut-être qu'on peut se pencher sur le travail des deux artistes présents, et nous expliquer le lien justement que vous tissez. Merci Gaëlle, merci Aska, Marine, et je continue dans les remerciements à remercier des personnes de ce groupe auquel je participe, à la tribune, mais aussi et avant tout Alexandra Fin, grâce à laquelle nous sommes réunis. Et vous, dans le public, qui êtes présents même ce matin, de mes amis artistes, critiques, responsables d'institutions, de fondations, Elénore Fals ou de galeries, Philippe Joux, Samantha Barroero, Audrey Ilouz, Mélanie Bouteloup, Nathalie Guillot, Julien Missel. La liste est longue, mais moi j'aime bien remercier les gens qui font l'effort de se déplacer. Pardon pour ceux que je n'ai pas vus ou oubliés. Et mes remerciements vont bien sûr aussi sincèrement à Anat Singh.
Gaëlle, alors tu l'as dit très bien, pour introduire finalement les artistes avec lesquels j'ai choisi de travailler, non pas faire la synthèse, puisque tu l'as fait, du livre d'Anat Singh, mais m'appuyer dans cet ouvrage qui est quand même extrêmement généreux et puissant sur quelques-unes de ces idées forces, pour ensuite dénouer le fil autour de l'exposition. Bien sûr qu'il y a ce champignon dont la capacité est extrêmement forte de régénérer, participer à la régénérescence des mondes endommagés, des biotopes auxquels il contribue, non seulement l'assemblée des humains entre eux, y compris quand ces humains d'aires géographiques différentes relèvent de systèmes de valeurs qu'on peut penser éloignés, mais aussi l'assemblée des humains et des non-humains. Donc c'est déjà quelque chose d'extrêmement surprenant. Mais aussi ce que nous dit Anat Singh, et c'est là certainement le plus fort et important, c'est que si l'on s'efforce, si on prend le soin de porter attention et même de chérir, puisque ce sont des anthropologues qui n'ont pas peur d'associer aussi, d'être plus dans la mise à distance de l'objet étudié, mais d'être dans la proximité. Donc si on prend le soin de chérir les mondes que nous habitons, y compris ceux dont nous héritons, la société qui est la nôtre, y compris quand ils sont ruinés, endommagés, si on prend le soin de les chérir, à ce moment-là, il y a des opérations de transformation qui s'opèrent sur nous, sur eux, ensemble, entre les mondes, et en réalité, des systèmes de valeurs qui vont apparaître, alors qu'on appelle ça économie, esthétique, relations. Et donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement puissant et qui, moi, m'a aidé à non pas comprendre, mais dépasser ou affronter l'année et demie un petit peu troublante et inquiétante que l'on vient de traverser collégialement. Voilà, cette capacité à regarder le trouble, à regarder des espaces difficiles qui nous sont donnés comme endommagés. Et cette question de l'attention, finalement, a été l'écologie qui rejoint des enjeux qui sont les enjeux du milieu de l'art, qui sont ceux de l'attention, donc l'écologie de l'attention que l'on se doit entre nous, mais que l'on doit aussi à l'ensemble des êtres vivants et non vivants, et je pense aux œuvres d'art. Cette écologie de l'attention a été le fil conducteur de l'exposition, et la proposition que j'ai faite aux artistes que j'ai choisi de réunir était notre fil rouge commun, et le starter de notre dialogue a été justement le livre d'Anat Singh dans ses différentes composantes. Et l'enjeu que l'on a partagé avec les artistes, le dialogue que l'on a construit, a consisté à, justement, dans cette écologie de l'attention, essayer de permettre de se développer, de proliférer les manières d'existence, les manières d'être au monde de leurs œuvres, dans leur richesse, dans leur complexité. Et c'est vrai que les œuvres, elles sont tributaires, elles ont leur capacité de production, d'agissement propre, mais elles sont aussi tributaires de la manière dont on les présente et de la manière dont on les accueille, dont on les regarde. Et ça, c'était tout l'enjeu de l'exposition. C'était donc de trouver d'interroger, de démultiplier les manières de les présenter, souvent des mêmes natures d'œuvres, dans le complexe mur et sol, sur des podiums qui sont extrêmement bas, des patchs, pour reprendre le vocabulaire d'Anat Singh, et en tout cas de démultiplier, de faire proliférer leur manière d'être au monde et leur existence, et du coup, la richesse et la complexité de leur nature. Donc j'ai choisi de travailler avec les artistes que je trouve les plus passionnants, de la scène française principalement, et qui sont porteurs d'héritages familiaux, culturels, qui trouvent prise au sein de leur pratique artistique, parce que c'est ce qui nous intéresse, ce sont les œuvres, et cette richesse des héritages n'est pas du tout, comme ça pouvait être le cas il y a quelques décennies, pas du tout un complexe, mais c'est en effet une richesse qui est incarnée dans leurs œuvres. Et donc, avec nous ce matin, comme tu le disais, Gaëlle, il y a à la fois Milan Hoang-Thuy et Seul Guilly, parmi les 9 artistes qui participent à l'exposition. Et est-ce que tu veux juste nous dire un mot sur la façon dont leur travail et les œuvres que tu as choisies pour cette exposition reflètent le thème de l'exposition et justement l'influence du livre d'Anat Singh? Alors, quant à Anat Singh, vous l'avez compris, un professionnel que vous êtes toutes, il ne s'agissait pas de tous et toutes d'illustrer par l'exposition la pensée pluriforme et exponentielle et géniale d'Anat Singh. C'eût été impossible et pas souhaitable.
mais d'être imprégné de cette énergie commune. Et tu peux me répéter ta question, Gaëlle? Pourquoi est-ce que tu as choisi les œuvres des deux artistes présents? Alors, pour Seul-Guy qui le dira aussi à sa manière, hein, parce que justement, c'est ça l'écologie, c'est la coexistence des manières d'être, des manières de penser. Mais en ce qui me concerne, je trouvais extrêmement important d'avoir Seul-Guy parmi nous et dans l'exposition. Et j'ai choisi de présenter des œuvres qui sont les œuvres iconiques, emblématiques de son travail, qui sont les nubies, les couvertures nubies, et de les présenter au moins selon deux régimes différents, l'un plus conventionnel de l'exposition, c'est-à-dire comme un tableau abstrait relevant les grands enjeux de la modernité au mur, ayant la Suimèse pour espace, et une œuvre de la même famille, des nubies, donc celui-ci en début d'exposition, en amorce de l'exposition, et une œuvre de la même famille des nubies, non plus au mur, mais en fin d'exposition, et justement sur ces patchs, qui sont des podiums très bas, à proximité de l'écorce terrestre. Et du coup, ces deux modes de présentation nous permettent d'une part de nous arrêter, de changer un petit peu nos manières d'être, nos conventions en tant que spectateurs, peut-être même d'adopter des postures physiques, et donc de pensées différentes, voire de s'agenouiller, d'être au plus proche de la Terre, et d'être raccroché comme quelque chose d'extrêmement physique. Et ce que ça révèle, vous qui connaissez certainement bien le travail de Seul-Guy, c'est que on peut les appréhender effectivement comme des grandes peintures colorful, mais elles sont dans la richesse et dans la variété de leur nature, qu'il ne s'agit pas de homogénéiser. Elles sont aussi des œuvres qui ont des dimensions, qui incarnent et qui appellent des dimensions artisanales, des savoir-faire coréens pour la réalisation de ces nubies en soi, et que ce sont des œuvres qui ne relèvent pas forcément d'enjeux d'abstraction, puisque quand on connaît leurs titres, on connaît les proverbes qu'elles viennent illustrer, et du coup, donc des proverbes coréens, et donc du coup, on peut lire ce que l'on prenait dans un premier temps pour un régime abstrait, d'une part, et d'autre part, d'autres très, très belles œuvres de Seul-Guy, qui sont les paniers, qui sont paniers présentés soit au mur, soit au sol, sur des formes stabiles et avec des présenteurs extrêmement pensés et fins de laiton, et qui relèvent, eux, de savoir-faire, non pas coréen, mais mexicain, de tressage de l'osier. Je trouve que c'est extrêmement important de revendiquer, comme dans cette richesse de la scène française, notre capacité aussi, la capacité des œuvres à révéler aussi des savoir-faire qui sont aussi bien de Corée que du Mexique et qui sont entremêlés. Et bien sûr que ces paniers sont une forme de clin d'œil pour moi, mais c'est important à ce que souligne Annette Singh parmi différents enjeux dans son livre, qui est une économie soutenable, qui n'est pas l'économie de l'extraction qui vient prendre à la terre sans jamais redonner, et qui est l'économie de la cueillette, d'où aussi cette volonté de faire des patchs, une scénographie terriblement basse. J'espère qu'elle n'est pas inconfortable. En tout cas, elle est un petit peu différente. C'est très réussi, en effet. Et justement, si on peut demander à Seul-Guy, si tu peux nous parler de cette collaboration avec les artisans locaux, et comment, justement, tu fais travailler, tu fais ressortir leur voix, et ils t'apprennent leurs techniques. Dans l'exposition de Katia Liu, je présente deux projets que je mène depuis quelques années. Le premier est un projet de couverture coréenne que j'ai appelé Liu, en collaboration avec les artisans qui sont à Tongmyeong, dans l'extrême sud de la Corée du Sud, dans une ville portuaire où serait née cette technique. En fait, c'est le même principe que le kilt. Donc une sorte de courte pointe rembourrée de coton surpiqué, et voilà, c'est cousu ligne par ligne, et en les voyant travailler, je voulais donner du sens même au sens de la couture, et voilà. L'idée c'était de cacher un proverbe que tout le monde puisse imaginer par rapport à ce proverbe qui est couramment utilisé encore aujourd'hui. C'est ce
que tu disais, Cathy, effectivement, au premier abord, quand on regarde l'œuvre de Solgui, on a l'impression de voir des œuvres abstraites. Et en fait, vous expliquiez hier effectivement que ça illustrait des proverbes. Est-ce que tu veux nous parler un peu justement de ces proverbes? Parce que je trouve que ça permet de parler de société aussi, de parler des proverbes que ça illustre, comme tu disais. Une des œuvres présentes ici s'appelle Les lèvres salivées, qui veut dire mensonge. Pour cela, j'ai imaginé la bouche comme un sphère. Ensuite, j'ai dessiné un triangle à l'intérieur. Et quand vous regardez bien, il y a une partie de haut de triangle où la couleur est légèrement différente. C'est la partie mouillée de la lèvre supérieure. Voilà. Et sinon, une des couvertures les plus récentes qu'on a fabriquées en collaboration avec les artisans de Nubie, ça s'appelle feindre comme un rat mort, qui veut dire très 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 calme. C'était ce que j'ai senti pendant le premier confinement, après la fameuse pandémie. Voilà. C'est très bien. Et est-ce que tu peux peut-être nous parler aussi de ces techniques de tressage qu'on peut retrouver aussi au Mexique? Je trouve que ce dialogue aussi est vraiment intéressant. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça t'est venu, cette création? Bien sûr, après avoir travaillé avec les artisans de Nubie en Corée, j'ai voulu explorer un peu plus l'artisanat, voir les observer travailler. Et j'ai cherché un peu dans les objets que l'humanité a toujours fabriqués. Il y avait la poterie et la vannerie. Donc j'ai d'abord travaillé avec un vannier malien au Burkina Faso, et ensuite j'ai pu trouver toute une coopérative de vanniers, je dois dire vannières, au nord de Oaxaca au Mexique, qui s'appelle Santa Maria Ixcatlan. Et arrivé là-bas, j'ai découvert une formidable histoire, c'est-à-dire que ce petit village de 200 habitants, il y avait une langue qui était en train de mourir, qui s'appelle l'Ixcatec. Donc l'idée, c'était de fabriquer avec eux un panier un peu hybride pour les nommer en Ixcatec. Voilà. Incroyable. Et la question de la technique est aussi très importante pour toi, Milan. Tu nous l'as expliqué avec beaucoup de détails, de précision. Et est-ce que tu peux nous parler donc de cette série d'œuvres qui se trouve juste en bas, quand vous descendez les escaliers, qui sont à la fois un travail véritablement sur la technique, le matériau de la peinture en elle-même, que tu n'utilises pas seulement comme un moyen d'expression, mais comme un support de travail et qui constitue l'œuvre elle-même. Et puis aussi l'idée de l'accrochage. Comment est-ce que tu as positionné ces œuvres? Puisque Cathy parlait de toute la justesse avec laquelle elle a positionné les œuvres, proches des éléments, proches de la terre. Toi, tu as décidé d'en faire une composition presque en lévitation, peut-être. Marine, non pas pour couper Milan, mais pour, comme je l'ai fait pour Solgui, introduire les raisons de mon invitation, brièvement. Ce qui me passionne dans le travail de Milan Hoang Thuy et qui a suscité cette invitation, il y a différents éléments pour le rattacher au contexte d'Anat Singh. C'est à la fois, mais c'est le propre de la plupart des artistes, de savoir à partir de matériaux apportés, comme nous le dit Anat Singh, extrêmement modeste, humble, travailler à des œuvres qui ont parfois cette dimension de sacré, de précieux. Donc cette capacité qu'ont certains artistes à transformer le modeste, mais aussi, et là ça rejoint aussi des enjeux qui sont des enjeux de l'exposition et dans le droit fil de ce dont on parle, qui est l'évidence avec laquelle Milan, dans les héritages qui constituent sa trajectoire individuelle et qui constituent son travail, a incarné au sein d'une même œuvre des disciplines sans même plus les reconnaître en tant que telles dans leurs limites et leur cloisonnement, aussi bien la peinture que la photographie, que le dessin, que le collage, et faire que finalement ces nominations, ces catégories ne sont pas ce que révèle en dernier lieu le travail, mais quelque chose qui va bien au-delà. Voilà
pour Mylane parmi d'autres qualités du travail. C'est bon là, ouais. C'est vrai que dans cette perspective dont parlent Natine et Cathy, de faire avec le monde tel qu'il est, je pense que depuis toujours j'ai dû faire avec ma vie telle qu'elle était, c'est-à-dire que dès même l'enfance je me suis beaucoup ennuyée, donc ça m'a amené à beaucoup bricoler. Ensuite, j'ai entamé des études de design graphique où concrètement, cette discipline-là consiste à faire du problem solving, donc à agir dans le cadre de contraintes. Et en fait, pour moi, la contrainte, elle est génératrice de forme, parce qu'elle est génératrice de trouvailles et de solutions. Et en fait, c'est vrai que la contrainte, par exemple, aujourd'hui, c'est que voilà, je vis à Paris, dans un espace pas très grand, j'ai pas un atelier immense, j'ai pas des moyens immenses, et la contrainte, c'est un petit peu ça, c'est de vivre aussi dans ce monde au bord de l'implosion écologique, et donc c'est de travailler avec très peu de matériaux, et donc moi, je travaille avec des matériaux plutôt modestes, j'ai une pratique très quotidienne du dessin, et en fait sur cette question du regard aussi, je pense que 50% de mon travail réside dans exercer mon regard et essayer d'être attentive parmi tout ce qui est produit quotidiennement dans l'atelier et même chez moi, que ce soit dans les croquis et les ébauches, essayer d'arrêter mon regard et de me demander qu'est-ce qui a de l'intérêt, qu'est-ce qui a déjà de l'intérêt sur le plan formel, etc. À l'intérieur même de ces ébauches qui sont déjà intéressantes parce qu'elles sont peut-être l'expression la plus pure de notre main. Il y a quelque chose de très inconscient dans les croquis. Et donc, tout mon travail, en fait, il réside dans cette espèce de va-et-vient entre une manipulation de matériaux qui sont à la base très humbles de par leur facture déjà et de là d'où ils viennent. C'est-à-dire que je ne vais pas aller acheter chez Leroy Merlin 50 tasseaux de bois pour faire une sculpture. Donc c'est la modestie de ce côté-là dans leur existence ontologique, mais aussi dans leur format. Et un équilibre entre cette modestie-là et une forme de préciosité, parce qu'en fait, accorder de l'attention et du regard aux choses, ça donne de la valeur aussi aux choses. Donc mon travail, je pense, qui consiste en ce geste de sublimation des déchets qui sont pas vraiment... Enfin, c'est des déchets d'atelier, et en fait... bon, c'est peut-être impensif, mais tout est déchet, tout ce qu'on est, même nous, on est tous des résidus de l'histoire, et moi, je pense que ma pratique est le résidu de mon histoire personnelle, qui elle-même est reliée à l'histoire avec un grand H. Mes parents sont issus de la haute aristocratie vietnamienne, et ils ont vécu cette déchéance de l'aristocratie assez violente, et moi, j'ai jamais connu le faste qu'eux, ils ont connu dans la première partie de leur vie, mais disons que j'en garde un bagage même pas visuel, parce qu'en fait on m'a décrit les choses et je me les suis imaginées dans ma tête. Seulement j'ai vécu dans un environnement où en fait il y avait un gros décalage entre ce qu'on me racontait, qui était censé me concerner, qui était plutôt d'ordre justement noble et précieux, et ce que je voyais vraiment dans ma vie en banlieue parisienne, en France, au XXe siècle. Et c'est ce décalage-là, je pense, qui a dessiné mon regard et mon rapport à ces surfaces qui, à la base, sont assez pauvres, on va dire, au niveau des matériaux, et qui deviennent, par le choix des formes, des couleurs, des agencements, même des brillances, des textures, des choses, leur format petit qui amène un rapport assez fétichiste aux objets, qui demande à ce qu'on rentre dans l'objet et qu'on le pénètre. Je pense que c'est tout ça qui a façonné mon regard. Donc voilà, moi ce qui m'intéresse dans tout ça, dans le fait de regarder les déchets qui sont issus d'une histoire passée, etc., c'est non pas de raconter l'histoire de mes parents ou celle du Vietnam, mais avec tout ça, un peu comme le Matsutake, avec ces déchets-là qu'on vient sublimer, comment ça crée un nouveau langage qui lui a sa singularité et qui est issu de tout ça.
Et est-ce que tu peux nous parler justement de l'utilisation, enfin de la technique de tes œuvres, parce qu'elle est vraiment essentielle, et tu nous parlais même d'une forme de cuisine, peut-être, de pratique, comme inventer des recettes, toujours bidouiller, triturer, et comme quand on est un alchimiste, effectivement, aussi. C'est vrai que du coup, quand on considère la modestie des matériaux au même rang, un croquis au même rang qu'une peinture, en fait, j'ai une façon de travailler où je n'établis pas de hiérarchie entre les genres, pas de hiérarchie entre les choses, et c'est vrai que j'aime bien bricoler. Enfin, c'est l'histoire des contraintes de tout à l'heure, bricoler les techniques pour les amener ailleurs et me trouver dans des interstices. Donc, la peinture, je vais l'utiliser comme un support plus qu'un outil de représentation. Les croquis, je vais les insérer dans ma base de peinture, ils vont devenir une sorte de pigment en fait. Pour ça, la photographie, je la tords pour qu'elle devienne. Je l'utilise presque comme une matière, peinture que j'étale. Donc c'est vrai que je pense que c'est un résidu de cet ennui de l'enfance aussi, mais à triturer les choses pour inventer des nouveaux formats, des nouveaux langages, des nouvelles logiques. D'autres paradigmes. Ouais. Très bien, merci beaucoup. Et en parlant d'invention de nouveaux langages, peut-être qu'on va laisser la parole à Nicolas Bourriaud pour son exposition Schön qui est présentée ici. Alors Nicolas, est-ce que tu peux avant tout nous indiquer et nous préciser ce concept qui est au cœur de ton exposition, et puis l'invitation que tu as faite, notamment, entre autres artistes évidemment, à Natsuko Uchino qui est ici. En fait, au préalable, il faudrait que je précise que moi j'aime bien travailler par rumination, en fait, quasiment. On revient sur les choses et on essaye d'en extraire un petit morceau pour le greffer sur une autre situation. Et effectivement, cette exposition, en fait, pour moi, c'est un petit peu la suite de la Biennale de Taipei que j'ai réalisée en 2014, qui s'appelait The Great Acceleration. Et elle revient sur un aspect en fait, qui n'a pas été tellement développé dans cette exposition, qui est en fait moins un concept qu'un élément de vocabulaire qui est lié à la pensée taoïste, et qui en fait parle de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est les sources philosophiques de notre représentation du monde. Donc c'est épouser le cours des choses. C'est ne pas aller contre ou essayer de faire effraction dans, c'est de suivre et d'accompagner le cours des choses. Et c'est cette idée-là qui se développe à partir du IVe siècle avant Jésus-Christ, même 5e siècle, qui, pour moi, constitue la bifurcation originelle qui vient absolument orienter à la fois toute la production iconographique de l'Occident et celle de l'Orient de l'autre côté. Parce que cette idée d'accompagner le cours des choses va se développer dans la peinture chinoise notamment, avec une idée qui aujourd'hui est peut-être totalement révolutionnaire en fait. C'est l'idée que le principe actif n'est pas forcément le plus important que le principe de réception en fait. Et en termes de figuration, c'est absolument fondamental pour moi. Dans la peinture chinoise, il y a beaucoup de traités, en fait, pas uniquement Shitao, mais il y a énormément de traités de peinture chinoise qui insistent sur le fait que c'est le pinceau qui reçoit l'encre et le papier qui reçoit le pinceau. Et donc on est dans une rhétorique qui n'est pas une rhétorique de la pénétration, si on peut dire ça comme ça, mais dans une rhétorique de l'accueil. Et la peinture chinoise s'organise autour d'une vision qui est une vision d'accueil. Et ça, c'est, à mon avis, un concept absolument fondamental pour aujourd'hui. Ce n'est pas uniquement pour le 5e siècle avant Jésus-Christ, mais pour aujourd'hui. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé en Occident à la même époque ? On est parti sur le principe exactement inverse. On a dans la physique et la poétique d'Aristote, par exemple, qui est un texte canonique en fait, qui va fixer en fait, vraiment les termes de l'esthétique occidentale, l'idée que toute création est la position d'une forme sur une matière. C'est ce qu'on appelle l'illémorphisme donc grec, qui va déterminer absolument toute la suite. Donc il y a d'un côté la matière forcément passive, de l'autre
le principe forcément actif, en fait, qui vient s'inscrire là-dedans. Et cette simple idée, c'est-à-dire ce truc qui vient se coller un petit peu dans nos inconscients, comme le sparadrap du capitaine Haddock, on ne peut pas s'en défaire, en fait, elle reste aujourd'hui encore. En fait, on pense systématiquement à la création comme la position d'une forme sur un matériau, sur un support, sur une surface. Et ça, pour moi, c'est le point de bifurcation entre la peinture chinoise et la peinture occidentale, pour aller vite. C'est cette bifurcation-là qui doit être aujourd'hui questionnée, et à partir, non pas uniquement de concepts philosophiques occidentaux, mais par l'importation aussi d'autres types de raisonnements, en fait. Parce que cette idée apparemment toute simple, en fait, de la forme sur matière, elle va déterminer une cascade de binarisme, si vous voulez, une cascade d'opposition, en fait. C'est l'opposition première, c'est actif-passif, voilà, monumental. C'est sujet-objet, mais ça va devenir très bientôt, en fait, civilisé, sauvage. Et donc on est déjà dans le principe même de la colonisation, pour moi. Et etc., etc. Et sans parler, bien entendu, de féminin masculin. Alors là, c'est absolument évident. Il y a par exemple, puisqu'on parle du rapport de l'être humain à la nature, il y a des textes absolument horrifiants, en fait, du philosophe anglais Francis Bacon au XVIIe siècle, qui développe littéralement, justement, et qui, de manière très explicite, un rapport à la nature qui est basé sur une rhétorique du viol, en fait. Et c'est d'une violence absolument incroyable quand on relit ces textes aujourd'hui. On est exactement à l'opposé de ce que j'essaie de décrire dans l'exposition qui se trouve en dessous. C'est-à-dire l'idée de valoriser une esthétique de l'accueil des choses et de leur accompagnement. Alors ça se développe de plein de manières différentes. Évidemment, je peux prendre peut-être 2 exemples. Et le premier, ce sera Shimabuku, le deuxième, ce sera Natsuko. Bon, 2 japonais, mais bon, peu importe. Voilà. Chez Shimabuku, en fait, on a déjà une posture d'artiste, genre en fait, qui pour moi est une posture présocratique, en fait. Il y a quelque chose, là aussi, on est encore 5e siècle, 4e siècle avant Jésus-Christ, on a Diogène, et pour moi, cette génération, entre guillemets, de philosophes grecs est encore très proche de la pensée asiatique. Il y a une vraie coordination mentale à ce moment-là qui existe. Et Diogène, c'est un penseur visuel. Pour moi, c'est un artiste. C'est quelqu'un qui décide, premier principe de son œuvre, de vivre dans une jarre en argile. C'est pas un tonneau d'ailleurs, hein. Ça c'est des conneries, parce que les tonneaux ont été inventés plus tard par les Gaulois, mais bon, ça c'est pas. Voilà. Donc c'est un très grand récipient en argile en fait. Pourquoi c'est important? Parce que à cette époque-là, Athènes est construite en argile en fait. Donc Diogène, artiste, penseur visuel, prend le matériau même de sa cité pour construire sa pensée visuelle, dont il ne reste pas grand-chose par écrit, hein, soyons clairs. Il a écrit La République, mais ça a été perdu. La plupart des textes de Diogène sont perdus. Qu'est-ce qui reste? C'est ce que les latins appelaient des exempla, c'est-à-dire des actions exemplaires qui visent à démontrer, à montrer une pensée, en fait, à donner un exemple, en fait, donc par l'action, d'une philosophie, d'une vision de la vie. Et bon, je ne vais pas partir sur Diogène pendant 2 heures, mais ouais, c'est juste pour donner un exemple. Et Shimabuku, c'est pour moi l'actualisation de ce principe-là. D'ailleurs, il y a un point commun entre les deux, absolument évident, c'est que Diogène promenait un hareng en fait dans les rues d'Athènes. En fait, c'était une de ses actions, etc. Quelques siècles plus tard, donc Shimabuku, lui, travaille avec un poulpe, promène un poulpe, discute avec un poulpe, essaye de comprendre en fait le poulpe. Et on est dans une volonté de saisie, justement, de dialogue avec l'animal, qui renvoie complètement à la pensée présocratique. Et chez Shimabuku, il y a une vraie volonté d'entrer en dialogue
avec les éléments du monde, qu'ils soient végétaux, avec le vivant en général. Et je crois qu'il faut dire, je pense, le vivant, puisque si on doit tirer les leçons justement de l'abandon de cette opposition stupide entre nature-culture et entre passif-actif, qu'est-ce qui reste? Il reste des sujets. Voilà. Et c'est le fait que le monde soit peuplé de sujets qui, à mon avis, doit légitimer et impulser l'action des artistes aujourd'hui. Et c'est ce qu'on voit aussi dans énormément d'ateliers aujourd'hui. Donc, Shima, pour moi, Shima beaucoup, c'est cette volonté d'entrer en contact avec le vivant. Et donc là, encore, on a cet accompagnement des choses, cette volonté de s'imprégner en fait d'autres vivants que soi-même. En fait, chez Natsuko, en fait, moi, ce qui me fascine dans son travail, c'est que finalement, on peut aussi en parler comme d'une sorte de verticale du vivant, en fait, qui part de la terre, pour moi, la poterie, la céramique, et qui monte jusqu'au végétal, et qui passe, là encore, et c'est là le point commun entre les deux, à mon avis, par la présence, en fait, d'une volonté de construire un mode de vie, en fait, autour de la production même. Je crois que c'est peut-être ça votre point commun que je viens de trouver, là, entre Shimabuku et toi. Voilà. Peut-être que tu peux... Ouais, d'avoir une continuité, quoi. Enfin, en tout cas, qu'il y ait un reflet entre la pratique et les œuvres produites. Tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur ta décision de travailler avec le vivant, l'exemple de travailler avec le mycélium, qui est ce champignon qui vit vraiment dans la litière de la forêt, et que tu viens présenter comme une œuvre d'art, tu vois. Et alors, comment est-ce que tu vas presque le dénaturer, entre guillemets, parce que tout est nature, mais tu le sors de son contexte? Est-ce qu'il reste vivant? Comment tu le fixes, enfin, tu vois? Et peut-être c'est tout le débat en fait du contexte et de prendre, d'amener l'attention aussi au contexte de monstration. Et effectivement, le musée, il est, ou la galerie, ou en tout cas le cube blanc, enfin en tout cas l'espace neutre dans lequel on a décidé de montrer l'art, il est effectivement non seulement décontextualisé, mais aussi hors temps, il y a un ouvrage pas mal de Douglas Crimp, qui est extraordinaire, qui s'appelle les ruines du musée. Et effectivement, le temps, le climat, on essaye de l'arrêter. Et la comparaison, en fait, c'est celle du musée au mausolée. Avec Nicolas, on avait fait une conférence à Montpellier sur la fermentation, et avec un éminent fermenteur, David Ziebler, de la cuisine de Noma. Et d'ailleurs, il avait dit un truc super, c'était, en gros, dans le laboratoire, tu peux pas contrôler les bactéries, enfin, tu as le vu, tu fais au mieux, et le mieux que tu puisses faire, c'est d'être un bon berger. C'est-à-dire, tu orientes, tu crées un contexte pour que la culture va vers là où tu as envie d'aller, et que ça ne devienne pas trop acide, pas trop... Ce que j'appelle la conduction par rapport à la production. Ouais. C'est ça. Ouais. Et d'abandonner ce truc de maîtrise, je pense que c'est effectivement assez salvateur de s'orienter sur des références extra-occidentales qui, justement, est vraiment sur cette notion de maîtrise. Je vais revenir sur le contexte d'exposition, hein, mais juste pour continuer sur pourquoi, en fait, ces notions de paysage et ces notions du vivant issues de la culture orientale est pertinente aujourd'hui, mais que par ailleurs ça fait un moment qu'on y réfléchit, c'est que ce rapport à la fois extractif et aussi de domination, quoi, et de contrôle qui est mené vis-à-vis de la nature,
y a une comparaison qui est faite dans les théories de l'histoire par Walter Benjamin avec la classe ouvrière. Et elle est évidente, en fait. Et donc, on ne peut pas... et c'est là où je veux faire juste un rapport, enfin, en tout cas, de politiser tout ce discours qu'il y a actuellement, qu'il faut, je pense, vraiment écouter et encourager vis-à-vis du vivant, l'humain non humain. Et on n'est pas en train de bifurquer sur un truc... que de la sensibilité. Ce rapport au sensible et ce rapport à la nature, il va aussi en fait générer un autre rapport à la production, à nos modes de vie, et donc il vient confirmer le rapport essentiellement entre esthétique et politique qu'on peut pas défaire, quoi. Voilà. Et après. Pour parler du mycélium dans le cadre d'exposition, je remercie et je félicite toujours les personnes qui veulent bien accueillir le vivant dans le contexte d'exposition, parce que en réalité, en termes de conservation, c'est pas simple. Et donc, il y a tout à fait des... C'est en dormant. Là, le mycélium qui est exposé actuellement, il est sec. Il est en dormance, quoi. Donc, à tout moment, si le bon substrat lui est attribué, c'est-à-dire des copeaux de bois, tout ce qui est un peu matière organique et un peu d'humidité, sans trop de lumière, je pense qu'il peut repartir, quoi. Donc, et t'es pas tenté de passer à l'expo avec ton petit vaporisateur non, le parce relancer, que je pense que c'est déjà assez fascinant, en fait, de voir et puis je pense que moi, ma subversion, elle est pas là, quoi. Mais pareil aussi pour les plantes, c'est-à-dire que là, ce matin, on a remis de l'eau sur un temps donné comme ça de foire pendant 4 jours. Les fleurs coupées, ça fonctionne très bien. Mais après, on peut donner des exemples historiques. Il y a la salade de Giovanni Anselmo. Je sais pas comment elle s'appelle cette pièce, mais c'est le marbre et la salade. Et moi, j'étais stagiaire en fait quand j'étais jeune, j'avais 20 ans au Centre Pompidou. Et effectivement, moi, je travaillais dans la section contemporaine, donc c'était pas dans ma section. Mais ma copine, qui était stagiaire en historique, en moderne, elle allait acheter une salade une fois par semaine pour la remplacer, parce que c'est tout le principe de l'œuvre, c'est-à-dire qu'il y a un moment, la salade elle flétrit et le marbre il tombe, et donc c'est l'opposition de ces deux matières. Et puis il y a aussi le Garden de Dieter Roth, où là en fait l'œuvre est vraiment en perpétuelle, à l'image du jardin, en perpétuelle constitution et mouvance, et apparemment les enfants de Dieter Roth vont encore contribuer en fait à renouveler. Rajouter des trucs, et voilà. Donc merci beaucoup. Nicolas, tu peux reparler? Non, peut-être revenir aussi, Natsuko, sur les différents projets, parce que tu as une année quand même très, très intense. Est-ce que, alors en ce moment, pour ceux qui sont à Paris, on peut voir des pièces de Natsuko aussi au Musée d'Art Moderne, dans l'exposition d'Anne Dressen sur la céramique, oui, qui est absolument fascinante. Merci. Et où on retrouve ton travail. Et puis aussi, tu as effectivement une grande collaboration au Musée Van Gogh. Donc, est-ce que tu veux nous en parler à Arles? Alors, attends, le Musée Van Gogh, c'était l'année dernière, non? C'était avec le confinement, oui, pardon. Non, tu veux peut-être pas parler de ce projet, c'était pas le dernier. C'était vraiment une très belle expo au Musée d'Art Moderne, j'étais ravie. Et c'était avec Bichet et Julia. Mais non, actuellement, on a une exposition que Nicolas a initiée, et après qu'on a continué, et qu'on a ouvert la semaine dernière, avec Victor qui est là, et donc ça s'appelle ENSEM, ça veut dire ensemble en occitan, et c'est un projet en fait qui est mené par le MOCO et la commune de Montpérou. Donc c'est au pied du Larzac, terre de lutte historique, n'est-ce pas? Et on a essayé de faire un projet en plein air, sur les questions à la fois
solidarité, mais aussi de l'art en plein air, l'art en milieu rural, et la culture, en fait, quelle est la pertinence de la culture vivante en milieu rural aujourd'hui, sachant que c'est des espaces qui sont très attractifs et en même temps qui subissent les mêmes tensions quoi, d'occupation, d'extraction et d'étalement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a 100 km à la Panacée aussi, aussi initié par Nicolas. Voilà, je crois que là, il y a l'expo ici. Est-ce que tu veux nous parler justement de ce rapport à la ruralité? Parce que je sais que tu as aussi déplacé ton studio. Et puisqu'on en parlait tout à l'heure avec Milan, le studio, voilà, ça définit aussi beaucoup de choses dans le travail d'un artiste. Tu disais, voilà, moi j'ai un studio qui est dans Paris, avec la limite de ce que ça permet aussi de produire. Et donc toi, je sais aussi que ta pratique a aussi beaucoup évolué avec le fait que tu as beaucoup bougé ces dernières années, tu as été dans de nombreux pays et tu as aussi été dans la nature et exercé ta pratique dans la nature. Est-ce que tu peux nous parler de cela? Oui, alors... non, mais c'est sûr que je me suis beaucoup déplacée et donc mon identité, elle est tout à fait... elle découle de la globalisation. Hein, donc je ne suis pas... j'ai beaucoup pris l'avion dans ma vie, j'essaie de prendre le train, mais... voilà. Donc ça c'est dit. Ah non, la question n'était pas tant sur la culpabilisation du moment à prendre l'avion, etc. Non, je n'entrerai pas dans la culpabilisation de cela. Non, je parlais plutôt justement de ouvrir son atelier, parce qu'en fait, effectivement, la pratique des artistes, quand elle s'exprime dans l'atelier, c'est une chose, mais quand elle s'exprime au rapport avec la nature, les éléments, et qu'on expose ses œuvres à cette nature, et on sort évidemment d'autres choses. Et comment est-ce que ça a accompagné aussi ce déplacement, ton travail et tes réflexions à accompagner ce déplacement d'un atelier en fait qui n'est plus un atelier fermé, c'est un atelier ouvert. Et en fait, ça peut être toute la planète finalement. C'est en tout cas, il y a un rapport cosmique, quoi. Mais c'est ta question, Gaëlle, aussi, par rapport à quelle est la place du vivant dans l'espace d'exposition et de même, quel est le rapport des matériaux d'une pratique de sculpteur par rapport au vivant. Et c'est-à-dire que effectivement, moi, dans mon contexte de vie et dans la manière dont je travaille et où je vis, ça va être plus logique quoi, d'avoir des matériaux compostables et d'avoir de travailler avec ce qu'il y a, c'est-à-dire les plantes ou la terre. Il y a un bon exemple, c'est en teinture végétale. Effectivement, j'avais fait un projet dans le Lot avec des étudiants. On avait teint la laine, mais une fois fixée, il faut la rincer. Mais on est allé la rincer dans le Lot, dans la rivière. Et il y a le courant, on a juste mis un filet avec la laine dessus. Et donc on s'est beaucoup moins fatigué. Et puis il n'y a vraiment pas de problème. C'est-à-dire que l'eau qu'on a utilisée... pour le coup, il y a beaucoup de cultures de maïs autour, donc je pense que c'est plus le contraire. C'est-à-dire que nous, on se prenait peut-être un petit peu de nitrate en plus dans la laine, mais la possibilité de faire ça, c'est pareil, ça nous remet dans un courant. Voilà. Mais pour la petite histoire biographique, effectivement, c'est en sortant d'école d'art. Moi, j'ai eu un parcours très urbain, et en sortant d'école d'art, suite à différents projets et rencontres, j'ai travaillé sur une ferme pendant plus de 5 ans. Et après, je suis retournée au Japon aussi pour essayer de me former en céramique de manière un petit peu plus traditionnelle. Et donc ça, c'était aussi à la campagne. Voilà. Donc ça fait un petit moment que je bénéficie de ces cadres de vie. Après, qui est par ailleurs possible que aussi... pour moi, parce que je peux me déplacer aussi. Comme vous voyez, là, je suis en ville et je viens souvent en ville.
Merci beaucoup. Peut-être qu'il nous reste, comme il nous reste un peu de temps, on peut laisser des questions pour la salle, ce serait intéressant. Moi, j'aimerais beaucoup remercier Nicolas, qui nous a évidemment toutes également, mais qui nous a apporté, je trouve, un concept clé, qui est l'idée enfin, ce que tu disais sur ne plus considérer seulement la production, mais la conduction. Alors ça, c'est effectivement vraiment une nouvelle, enfin en tout cas, je trouve que c'est brillant de sortir de cette table ronde avec cette idée, parce qu'en effet, et si je reviens à quelques passions familiales, je suis désolée, mais on a parlé aussi ça, de cet héritage familial. Moi, j'ai grandi avec un portrait de Lénine au-dessus de ma tête. Alors je sais, quand je dis ça, tout le monde rigole. Toujours sympa. Quoi. En l'occurrence, c'était un moule à gâteau que ma mère avait acheté sur la... Non, c'est vrai. Grand comme ça, un moule à gâteau. T'as grandi au-dessous d'un moule à gâteau. Ouais. D'accord. Bah, c'est ça l'info, en fait. En fait, ouais, c'est les trotskistes juifs. Il faut à la fois se nourrir, parce que sinon on a peur de manquer, et après se nourrir politiquement, c'est l'enfer. Et en tout cas... Et donc j'ai grandi avec ce moule à gâteau de Lénine au-dessus de ma tête. Et c'est vrai que j'ai, en tout cas, été nourrie politiquement de cette idée d'utilité sociale. Et je trouve qu'en fait, dans ce contexte, dans ce que tu disais sur la production et la conduction, on revient aussi à des positions marxiennes, qui est que la valeur d'une chose dans la société n'est pas définie par sa valeur marchande, qui est en fait une opposition évidemment très claire au capitalisme naissant, mais qui est son utilité sociale. Et je trouve que finalement, la position que tu décris n'est pas dans la production efficace des choses, mais dans la conduction des éléments, on arrive à effectivement une position d'accompagnement de la société et pas de lutte des classes, puisque tu parlais aussi des classes. Donc en fait, je trouve que c'est un concept qui est hyper éclairant, et c'est dommage que Marx ne t'ait pas rencontré, parce qu'il aurait peut-être alimenté aussi son... Oui, j'aurais bien aimé. Ouais. Bah ouais, c'est clair. Mais juste pour préciser... Son discours là-dessus sur, effectivement, la lutte des classes. On ne pense pas à cette idée... La lutte des classes, je pense, en conduction, n'aurait pas existé. Là encore, on est dans la rhétorique de l'opposition entre les choses. Oui, tout à fait. Et on revient toujours à cette structure fondamentale, en fait, qui est l'opposition. Mais en fait, juste pour décrire ça en 30 secondes, production, ça vient de donc producere, en fait, qui veut dire faire avancer devant soi, en fait. Alors que conducere, c'est avancer avec. Voilà. Magnifique. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions, je suis sûre, nombreuses dans la salle? Moi j'ai une question justement pour revenir à ce que vous disiez sur la conduction. Effectivement, la nature, par définition, elle est abondante. Quand on ne fait rien, finalement, elle se développe, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'humain a tout voulu contrôler, maîtriser, et au final a tué cette vitalité. Et comment est-ce que vous verriez, vous, qui avez réfléchi sur le sujet, comment est-ce qu'on pourrait changer les choses, puisque justement on fasse avec la nature, puisqu'on est dans la nature, et pour que du coup ça soit une abondance et non pas dans l'esprit des gens, si on change de système, il va falloir revenir à des choses qui vont être au contraire très limitées, très vagues, on a l'impression qu'on va... Alors moi je pense plutôt le contraire justement. Est-ce que vous pourriez... Je peux répondre à un niveau formel, parce que moi j'aime bien la phrase de Roger Vaillant, en fait le fond c'est de la forme mal foutue. Voilà. Donc au niveau formel, il y a deux formes, moi qui me semblent absolument toxiques. C'est la monoculture, voilà. Et ça applique beaucoup de choses, la monoculture. On sait, notamment ceux qui s'intéressent à la permaculture, en fait l'importance des coopérations entre espèces ou entre espèces vivantes, en fait, que ce soit végétales ou animales. Cette coopération-là, on est déjà dans le registre de la conduction, justement. Et la monoculture, c'est l'inverse de ça, en fait. C'est la transformation de l'espace naturel en surface. Et cette pure surface, en fait, qui devient une surface abstraite, c'est précisément ça contre quoi il faut lutter aujourd'hui. C'est la monoculture dans toutes ses dimensions. Voilà.
Et justement, pour rebondir sur cette idée de monoculture, je pense que Cathy défend toujours et tous les jours l'idée de... Excusez-moi, je me débat avec mon micro. Tous les jours, cette idée donc de pluriculture, notamment aux Beaux-Arts, et avec tous les projets que tu fais d'accompagnement des jeunes artistes, qui est évidemment essentiel. Est-ce que tu peux nous parler aussi de l'importance, je pense, de la conduction dans ton travail de commissaire d'exposition, d'historienne de l'art, et qui accompagne au quotidien les artistes des Beaux-Arts dans leur diplôme, et même après, puisque je sais aussi que tu t'en es occupée beaucoup aux Beaux-Arts. Merci Marine. Donc moi j'interviens à un niveau d'une façon qui n'est pas celle de l'enseignement, qui est aussi et avant tout un accompagnement, mais souvent après cette étape-là. Mais en fait, bon, c'est peut-être pas utile d'organiser ça de manière chronologique, parce que les dialogues se nourrissent d'emblée quand ils sont étudiants. Et l'idée, c'est de travailler avec eux aux différentes manières, de les accompagner et de les mettre en dialogue avec toute la richesse du monde, et richesse à laquelle contribuent bien sûr les Beaux-Arts de Paris, avec toutes ces composantes que sont notamment les œuvres anciennes de sa collection, mais les œuvres des étudiants qui sont leurs amis, qu'ils peuvent aussi parfois ne pas connaître, et les œuvres des artistes qui les environnent, des artistes du passé, et les artistes que sont leurs professeurs. Donc c'est cet écosystème qui est d'une grande diversité, variété, qu'il s'agit non pas de modéliser, mais permettre de s'exprimer pleinement selon différentes occurrences, et justement d'essayer de ne pas les résumer à un format, mais de les laisser croître et se démultiplier au risque comme ça de cette abondance que vous appeliez de vos voeux, et qui n'est pas l'objet de la maîtrise. L'abondance, c'est aussi, justement, comme le dit Nicolas, laisser se faire le cours des choses. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que sinon, moi, j'en ai plein, mais je préfère... Il faut aussi me faire taire de temps en temps, donc je préfère laisser la parole à d'autres. Moi, j'ai une remarque, en fait. J'apprécie beaucoup tous ces échanges de pensée qui me font progresser, mais je travaille sur l'Asie, et je trouve que votre propos sur la pensée chinoise est assez manichéen, pour le coup, vous opposez, et il rentre dans une pensée qu'on trouve en Chine aujourd'hui, notamment à l'instigation de pensée nationaliste, qu'on appelle l'éco-orientalisme, en fait, qui suppose que... Voilà, bien sûr, mais on est obligé de simplifier si on veut être compris. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a beaucoup plus de nuances à apporter en fait, à mon propos, y compris en fait, quand on parle de taoïsme, c'est aller un peu vite. Hein. Évidemment, mais je pense que ça dépasserait là largement le cadre qui nous est imparti. On y serait pour l'après-midi. Mais... Je suis d'accord, il ne faut pas fétichiser des notions. Hein. C'est ça, surtout ça, je pense, votre question. Très bien. Et moi, j'aimerais du coup demander à Sugni et Milan, puisque Natsuko nous a parlé des projets aussi qu'elle présente en ce moment, et qu'on vous invite évidemment tous à aller voir. Milan, est-ce que tu peux nous parler des projets que tu as, et qu'on invite tout le monde aussi à y participer à l'avenir? Comme je l'expliquais, moi, je ne travaille pas vraiment en préparant spécifiquement des projets, mais plutôt en une espèce de flux continu que je conduis. L'année prochaine, il y a plusieurs expos qui sont en préparation, mais bon, rien n'est encore sûr. Ce dont je suis sûre, c'est que je vais faire une exposition personnelle à la MEP, à la Maison de la Photo, en début 2023. Donc voilà, bienvenue à tous si vous voulez venir. Donc, je pense que ce sera la continuité de cette phrase que j'écris, et j'espère qu'elle prendra d'autres formes justement durant le temps de préparation. Et est-ce que tu peux nous dire, parce que tu parlais tout à l'heure du médium photographique, mais que tu n'utilises pas en fait comme une photo, est-ce que tu peux nous parler de ce que tu prépares pour la MEP, et comment est-ce que la photographie s'intègre dans ce travail? Comment est-ce que tu l'abordes pour cette exposition? La photographie, je l'utilise vraiment à proprement parler. Je prends des photographies.
qu'elle soit argentique ou numérique. Je les triture énormément, mais c'est vrai que la photographie, en tout cas dans le cadre de cette invitation de Simon Baker, je l'envisage au sein d'une préoccupation globale sur l'image. Moi, c'est vraiment, en fait, je pense, l'image que j'ai toujours pratiquée, et ça peut prendre des formes aussi larges que la photographie, le dessin, la peinture, et à vrai dire, mes images, enfin en tout cas mes peintures, c'est pas des images à regarder justement, c'est pas forcément des compositions, ça devient des objets plus que, enfin voilà, c'est des objets physiques. Même une photographie sur un tirage papier, ça reste un objet. Le choix du papier de la photo, il a son importance. Et donc moi, mes supports, en l'occurrence, je les fabrique. Et même mes photographies, c'est une sorte de matière que j'étire. Donc, disons que la photographie, c'est un élément d'une proposition sur l'image, en fait, que je vais faire, je pense. Très bien. Et Solguy? Moi, j'ai la chance de travailler, d'avoir plusieurs projets excitants. En ce moment, en Corée, à Incheon Art Platform, j'ai une exposition en cours qui s'appelle Slow Water, où j'ai pu renouer la collaboration avec les artistes, oui, ce sont des artistes, les artisans, que j'ai trouvé suite à un autre projet de l'exposition liée avec Korea Artist Prize au MMCA Séoul. Sinon, j'ai une proposition de travailler avec les techniciens de NFT. Je ne sais pas ce que ça va donner, donc je suis très excitée. Et voilà. Et puis le mois prochain, une exposition de groupe, je suis invitée à faire partie d'une exposition qui s'appelle Le Cauchemar de Greenberg à la Fondation Ricard. Voilà. Solguy, moi je me permets d'ajouter quand même pour ce public français et au-delà que tu as été lauréate l'année dernière, en 2020, du Grand Prix national pour l'art de Corée, et dont découle ton exposition à Incheon. Donc c'est l'équivalent, au moins l'équivalent de notre prix Marcel Duchamp, donc ça mérite d'être su. Tu voulais ajouter quelque chose, Solguy? J'ai essayé de collaborer avec les artistes participants pour le prix, mais on n'a pas réussi à faire quelque chose ensemble. Pas encore. Très bien. Eh bien, si... Ah, Jessica a une question. C'est une question historique. Et effectivement, l'action painting, c'est quoi? C'est une nouvelle disposition physique par rapport au tableau, en fait. Et tout d'un coup, on est dans un rapport de presque d'immersion, en fait. Et Pollock marche sur le tableau. Et ça, c'est, je pense, la chose la plus intéressante dans l'action painting. C'est cette idée c'est un signe avant-coureur, pour moi, de ce qu'on est tous collectivement en train de vivre, en fait, à travers ce qu'on appelle l'anthropocène, c'est-à-dire le changement climatique, puisque ce qui apparaît de plus en plus, et on a l'œil rivé aujourd'hui sur l'évolution des degrés de température, sur la montée des eaux, sur l'atmosphère. On a tous la conscience aujourd'hui d'être impliqués dans une atmosphère en fait partagée. On n'est plus en face de quelque chose, on est dans quelque chose. Et d'une certaine manière, pour moi, l'action painting, c'est presque le précurseur de ça, en fait. Et donc, c'est là où on voit qu'il y a toujours des rapports entre les modes de figuration inventés par les êtres humains et l'évolution de leur société, en fait. Donc moi, c'est comme ça que je le lirais.
Et je lis aussi beaucoup des nouvelles stratégies figurales, bon, pour aller vite, des artistes qui sont ici, comme participant aussi d'une évolution générale et d'une prise de conscience générale en fait de l'évolution de notre univers. C'est au-delà de la société maintenant en fait. Ou alors peut-être qu'il faudrait inclure beaucoup d'autres choses dans la société en fait. Et Philippe Descola nous rappelle que pour les Indiens Achuar, par exemple, en Amazonie, la société implique les végétaux et les animaux. Voilà. Mais voilà, on pourrait repartir sur Jackson Pollock, mais là, voilà. Très bien, merci beaucoup. Eh bien, si on n'a plus de questions, et comme nous sommes arrivés à la fin de notre débat et à notre heure. Merci encore à tous. Merci beaucoup pour cette table ronde très éclairante. Et pardon. Bien sûr. Ah bah bien sûr, tout à fait, évidemment. Tout à fait. Est-ce que je dois reprendre ? Non, vous avez entendu. En tout cas, Alexandra, qui est la grande maîtresse de cette maison et artisane de cette maison aussi, vous invite évidemment à découvrir l'exposition de Katia Liu avec nos artistes ici présents et un petit peu plus loin, dans l'autre bâtiment là, l'exposition de Nicolas Bourriaud et évidemment à rester avec nous toute la journée. Vous pouvez participer toute la journée à nos débats. Et voilà, on vous remercie beaucoup à tous. Merci infiniment de votre présence. Et allons conduire et accompagner le monde, peut-être.